Bonsoir et bienvenue à cette conférence consacrée au temps partagé. Le temps partagé, franchissez le pas, et si le temps partagé était l'une des clés de votre réussite. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la quinzaine RH sur le thème de l'innovation sociale. Cette conférence est aussi un projet porté par les Master 2 Management des ressources humaines et l'IREA. Tout au long de ce projet, nous avons été supervisés par Madame Gwenaëlle Poilpot-Rocabois et Monsieur Sébastien Legal, les deux co-directeurs de notre master. Nous vous remercions d'être là ce soir. Nous remercions également les intervenants qui ont accepté de participer à cette conférence. Nous avons choisi ce soir d'aborder le thème du temps partagé sous le format d'une émission télé. Donc je vous retrouve après ce numéro spécial de Ça se partage, présenté par Jennifer Capel et Pierre-Alexandre Lemonnier. Bonne émission. Bonsoir à tous et merci d'être présents si nombreux ce soir à Vannes pour ce numéro spécial de Ça se partage consacré cette semaine au temps partagé. Alors on ne cesse de le répéter ces dernières années, le monde du travail est difficile, les chiffres du chômage font peur. Dans ce contexte morose, l'emploi précaire est une réalité quotidienne pour de nombreux salariés français. Si le CDI temps plein est perçu comme un objectif, un gage de sécurité, une réussite professionnelle, il peut effrayer certains entrepreneurs qui n'y voient pas le besoin de flexibilité. D'ailleurs, aujourd'hui, en France, plus de 80% des embauches se font en CDD. Alors, comment concilier besoin de flexibilité dans les entreprises et sécurité de l'emploi? C'est l'un des enjeux du temps partagé. Mais alors, qu'est-ce que le temps partagé? C'est un salarié qui travaille sous un même contrat avec 2, voire plusieurs entreprises et dans la majorité des cas par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs. Innovant et en adéquation avec les problématiques actuelles des PME françaises, le temps partagé peut devenir l'une des clés de réussite de votre entreprise. Et si c'était la solution? Après ce numéro spécial, est-ce que vous oserez franchir le pas? Pour mieux cerner les enjeux du temps partagé, nous recevons ce soir ici présents devant la scène plusieurs invités dans notre émission Ça se partage. Nous commencerons l'édition spéciale avec l'intervention de Philippe Vittoria. Il est secrétaire général du CRGE Bretagne et nous présentera la réforme du temps partiel et surtout en quoi le temps partagé peut apparaître comme une solution face à l'entrée en vigueur de cette loi. Puis nous accueillerons ensuite Madame Sandrine Rouillet, juriste, qui nous parlera du temps partagé dans la pratique, salaire, gestion des salariés. Nous accueillerons ensuite Monsieur Guéno Léolin, chef d'entreprise, et Monsieur Jean-Marc Thépeau, secrétaire général CFDT Morbihan, deux acteurs essentiels de la vie des entreprises. Nous ferons part de leurs avis et expériences du temps partagé. Puis viendront Sandrine Koubaka et Margot Mauguin, qui nous feront un retour d'expérience en qualité de RH à temps partagé. La première en tant que RRH et la seconde en tant qu'étudiante alternante. Et pour conclure notre édition spéciale, Maryse Lemot viendra en tant que directrice du groupement d'employeurs Cornualia. Après l'annonce de ce programme de ce soir, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, mais avant cette étape-ci, je vous propose d'accueillir l'illustre, l'exceptionnelle Miss Météo, Lisa Dielouard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes donc le mercredi 25 mars 2015 et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter la météo du temps partagé. Alors pour commencer, il nous semblait nécessaire de faire un point, un état des lieux sur le temps partagé en Bretagne. Combien de personnes ça pouvait concerner? Donc tout d'abord, en Bretagne, on a 755 salariés en temps partagé. Ces 755 salariés sont à 59% des femmes, et à 41% des hommes. 39% de ces 755 personnes sont des cadres, des employés et des techniciens agents de maîtrise. Et donc à 61%, ce sont des ouvriers.
Ils exercent 80 métiers différents, allant donc du responsable RH, de l'opérateur, du responsable FUSAC. Et puis on a également une repasseuse de coiffe bretonne. Donc ce sont des métiers variés, différents. Et donc pour centrer un peu toutes ces entreprises et ces compétences, on a un centre de ressources de groupement d'employeurs, le CRGE, donc qui a 1259 entreprises adhérentes. Et donc parmi toutes ces entreprises adhérentes, nous avons donc 97% de TPE et de PME et 3% de grands groupes. Donc passons désormais sur le territoire. Alors demain, nous bénéficierons donc d'un très beau temps, d'un ensoleillement maximal. Dans la région rennaise, nous aurons déjà donc un premier groupement d'employeurs qui s'appelle Elis, qui a 70 entreprises adhérentes et 40 salariés. Nous avons également un deuxième GE qui s'appelle GEDES 35, 66 entreprises adhérentes, 23 salariés. Sur la côte d'Émeraude, vous trouverez Atout, donc avec 81 entreprises adhérentes et 70 salariés. Passons désormais donc sur le territoire finistérien, Brest, Quimper, avec également un grand soleil sur la journée de demain. Vous avez donc le premier groupement d'employeurs, donc Cornoualia, avec 146 entreprises adhérentes et 150 salariés. Un deuxième groupement d'employeurs, donc Iroise, 29 entreprises adhérentes, 45 salariés. Triskel également, donc avec 30 entreprises adhérentes et 40 salariés. Si demain vous vous situez entre Lorient et Vannes, donc sur le territoire morbihanais, grand soleil également avec Vénétis, donc 300 entreprises adhérentes et 150 salariés. Et donc Vénétis s'étend exactement vers Vannes, Saint-Nazaire et Plouermel également. Il nous semblait intéressant de donner l'information aussi sur le fait que certains GE sont spécialisés dans des activités bien précises. C'est le cas de Réseau 35, donc dans le 35, avec 235 entreprises adhérentes spécialisées dans la restauration. Nous avons également donc Partage Emploi donc dans le Finistère, 35 entreprises adhérentes, et puis donc, qui est spécialisée dans l'agriculture et le rural. Et pour finir, donc Solutis Emploi avec 80 entreprises adhérentes et 35 salariés. Donc l'ensemble de ces groupements d'employeurs sont adhérents donc au CRGE. Donc si on doit constater quelque chose sur le territoire breton, c'est qu'on a un climat favorable au temps partagé. On a également une masse d'air, donc de commentaires positifs des pratiquants du temps partagé, et donc avec également des chiffres d'affaires en croissance. Donc voilà. Demain, nous serons le jeudi 26 mars 2015. Nous fêterons la Saint-Larissa. Le soleil se lèvera à 6h42 et se couchera à 19h12. Je vous laisse maintenant donc en compagnie de Pierre-Alexandre Lemeunier et de Jennifer Capel pour l'émission Ça se partage. Je vous souhaite également une très bonne soirée. Merci. Merci Lisa, fantastique, hein, comme d'habitude. Alors, pour illustrer un peu mieux le temps partagé, nous vous proposons une petite vidéo ludique d'un groupement d'employeurs vantais, Vénétis, dirigé par Franck Delalande. Au départ, c'est simple. D'un côté, il y avait plein de salariés avec des petits contrats et donc plein de précarité et pas de possibilité de projet à long terme. Pas terrible. En face, c'était pas mieux. Plein d'entreprises qui avaient peur d'embaucher et peur de l'avenir. Mais une chose était sûre, c'est que tout ce monde voulait rester vivre sur son territoire, à Vannes, au bord de la mer, et on comprend pourquoi. Alors, un petit groupe de chefs d'entreprise qui avaient confiance en eux se sont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces gens, nos entreprises et notre territoire ?» Et ils ont trouvé la réponse. On va les embaucher en CDI, ici, et on va partager leurs compétences et leur emploi du temps. C'est comme ça qu'est né Vénétis en janvier 1997. Le principe est simple, Marianique est comptable, du lundi au mercredi, elle est chez Michelin, et le jeudi et vendredi, elle est chez un menuisier. Erwan, lui, est responsable de communication, et grâce à Vénétis, 3 PME ont pu s'offrir ses talents. Tous les deux sont employés en CDI par Vénétis, ils n'ont donc qu'un seul employeur et ils bénéficient de tous les avantages d'une structure solide, comme la formation continue, la mutuelle ou le comité d'entreprise. Les boîtes, elles sont contentes, elles trouvent des salariés fidèles, compétents et à un coût adapté à leurs moyens. Bon, à l'époque, c'était quand même une révolution. Vénétis était un ovni dans le monde du travail. Mais ça a marché. 10 ans plus tard, ils étaient une centaine de salariés et 200 entreprises adhérentes. Alors ils se sont dit, ce qu'on a inventé, c'est génial. Pourquoi on n'en ferait pas profiter les autres?
Et puis Vénétis s'est installé à Lorient, à Auray, à Ploërmel, à Saint-Nazaire, à Nantes. Et puis Vénétis a créé plein d'autres réseaux. On a mis des DRH ensemble pour qu'ils parlent et se connaissent, des responsables qualité pour qu'ils échangent sur leurs pratiques. Et on a même créé un master RH à temps partagé avec l'Université de Bretagne Sud et ses étudiants. Parce que Vénétis, ce sont d'abord des valeurs. Créer des emplois durables, même quand le chômage monte et que la crise économique est là. Et donner aux salariés les moyens d'être excellents, de développer leur adaptabilité et leurs compétences. Et pour les entreprises, les aider à grandir, à s'adapter, à innover, avec de nouvelles compétences, à anticiper leurs besoins et à partager. Mais si Vénétis marche, c'est d'abord parce qu'il y a des femmes et des hommes qui sont solidaires et responsables. Les salariés s'engagent à respecter la confidentialité, les valeurs et les modes de fonctionnement de chaque entreprise. Les entreprises s'engagent à accepter un système différent de gestion des ressources humaines, à prendre en compte les intérêts des salariés et des autres adhérents. Elles sont aussi financièrement solidaires des éventuelles dettes. Et ils sont tous fiers d'être adhérents et salariés de Vénétis. Après 17 ans d'existence, nous en sommes tous convaincus. La mission de Vénétis est de donner les moyens de développement aux entreprises de ces territoires pour leur permettre de s'adapter aux évolutions complexes de leur environnement. Alors nous remercions évidemment Franck Delalande de nous avoir autorisé à diffuser cette vidéo. Malheureusement, aujourd'hui, le temps partagé est souvent confondu à tort avec le temps partiel. La récente réforme du temps partiel peut cependant devenir une opportunité qui contribuerait au développement du temps partagé. Les entreprises pourraient toujours satisfaire leurs besoins et les salariés pourraient acquérir la sécurité de l'emploi. Pour nous parler de ces thématiques, il est consultant et associé au cabinet RH Emeraude RH, secrétaire général du CRGE. Il a aussi été de 2005 à 2012 directeur du groupement d'employeurs du Pays Dinan, de Saint-Malo et de Fougères. J'ai le plaisir d'accueillir M. Philippe Vittoria. Bonsoir. J'ai une amie là-bas qui s'appelle Elsa et il faut que je trouve un code avec elle. Donc le code, ça va être... Ok Elsa? Ça marche? Avant de commencer ce show qui doit durer un quart d'heure, parce que c'est un show, croyez-moi, répété de longue date comme tous ceux qui ont précédé, parce que vous avez vu le niveau de répétition, j'ai presque honte. Maryse, tu conclus, il faut être super bonne. Hein. Parce que le niveau est super élevé. Autant l'an dernier, je me souviens... Non, je n'ai pas à être critiqué. Je veux d'abord commencer par un message personnel. J'aimerais qu'on puisse souhaiter un bon anniversaire à Monsieur Delalande Franck. Où est-il? Franck. Je crois qu'il y a une jeune collaboratrice qui arrive dans un gâteau qui va sortir avec Happy Birthday to you. Franck, 35 ans. On peut l'applaudir. Ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Il y en a une deuxième, c'est que j'ai un cadeau à vous faire. Une infographie qui a été diffusée donc, sur le web et l'ensemble des réseaux sociaux mondiaux il y a à peu près une demi-heure, qui est une production dédiée à la promotion Master 2 qui a organisé cet événement. C'est votre propriété. Première infographie du Master 2, je crois que c'est un événement. Il faut absolument que, dorénavant, à l'UBS particulièrement, on ait l'habitude des infographies. Cadeau modeste et génial, j'arrête là parce que c'est quand même vachement facile, c'est gratuit, c'est Pictochart. Hein, il suffit donc d'utiliser, c'est comme PowerPoint mais en mieux. J'ai une mauvaise nouvelle quand même, c'est que la réforme dont je dois vous parler, je ne vais pas en parler. C'est la bonne et la mauvaise nouvelle. Pourquoi j'en parle pas ? Parce que le sujet du temps partiel subi était à l'origine de cette réforme et que depuis le 29 janvier, c'est-à-dire il y a quelques semaines, une ordonnance a quasiment tout détricoté et permet finalement de revenir à case départ. C'est terrible, hein ? On va en parler rapidement, mais finalement le sujet a disparu entre l'idée initiale de parler de cette réforme et des conséquences qu'elle pouvait avoir réelles. Alors il y a un syndicaliste qui doit hocher de la tête. C'est extraordinaire. Cette réforme devait résoudre un problème de fond que je vais vous exposer, qui est quand même toujours là. Elle devait modifier les pratiques sur le temps partiel, et dans les faits,
depuis quelques jours, on peut pratiquement faire comme avant, simplement on a un petit peu complexifié la méthode. Voilà. Donc je vais vite faire un rapide tour de cette réforme pour vous dire que dans les faits, elle n'a pas servi à grand-chose. Donc passons aux choses sérieuses, parlons du sujet du temps partiel subi, parlons des évolutions que ça compose et que ça importe dans l'entreprise, parlons éventuellement de la seule et unique vraie solution qui permet d'y faire face concrètement, que sont les groupements d'employeurs. Ça c'est ma conclusion, et c'est terminé, et je vais m'asseoir. Alors, premier slide. Attends, excuse-moi. Première information, ça c'est la courbe concrète, source d'ARES, donc c'est indiscutable, de l'évolution du temps partiel en France. C'est quasiment un triplement en 30 ans. Voilà. C'est génial comme méthode. Quels sont les secteurs? Alors, c'est une petite surprise. Quand on lit bien le document, le secteur où le temps partiel est le plus présent, c'est d'abord l'agriculture. L'agriculture. Alors, c'est un secteur qui est assez minoritaire en termes d'emploi, mais c'est le premier secteur du temps partiel en France, suivi, et ça tout le monde le sait, par le secteur tertiaire. Le temps partiel dans le tertiaire, ça peut monter pour, par exemple, ce qu'on appelle autre activité de service, en gros c'est nettoyage, pour faire simple, c'est le secteur principal, jusqu'à 46%. Alors si vraiment vous êtes intéressé par le sujet, c'est une note de 18 pages, elle est en annexe, vous pourrez la télécharger, elle est géniale. Elle vous donne toutes les clés qui censément devaient servir à lutter contre ce sujet-là. Et particulièrement un point que je n'ai pas évoqué ici, qui est essentiel, c'est les rythmes de temps de travail. Parce que le temps partiel, c'est une chose, mais comment on travaille à temps partiel? Quel jour? Eh bien, dans le nettoyage, samedi et dimanche, pour 42% des salariés. C'est quand même 400 000 salariés en France. Voilà. Et puis, le vrai sujet aussi, c'est les femmes. Ici, en plus, il y a beaucoup de femmes. On va dire que d'un point de vue statistique, et c'est un petit peu sommaire parce qu'on n'est pas dans une courbe de Gauss réelle, ici on n'est pas 1000, ça pourrait être 1000 personnes, on est peut-être une centaine, eh bien, il y a une forte probabilité que les jeunes femmes ici, particulièrement qui rentrent sur le marché du travail, soient en temps partiel. C'est un sujet féminin, pour 82%. Et puis le deuxième point important à comprendre, c'est que le temps partiel subi, en général, on le définit, et c'est pour ça que les 24 heures ont été utilisées, à peu près le 3/5e, voire le 4/5e. On considère généralement qu'à 4/5e, c'est un temps partiel choisi. Dans les faits, c'est tout à fait vrai. 40% de ce temps partiel sont réellement subis. Ça veut dire quoi subis? Ça veut dire que j'ai envie de travailler plus. Et vous n'avez pas vu, mais il y a une fille qui m'a montré un numéro 10 là-bas. C'est 10 minutes? Il me reste que 10 minutes? Mais j'ai à peine commencé. Donc 40% sont en temps partiel subi. Subi, c'est quoi? C'est je n'ai pas un niveau de rémunération qui correspond au seuil de pauvreté, et je n'ai pas un temps de travail qui correspond à mon attente. D'accord? 40%, c'est énorme. C'est une réalité. Donc, parlons concrètement des salaires aussi, puisque la double peine, c'est que quand on travaille en nombre d'heures moins, on gagne moins. Aujourd'hui, la population qui est au SMIC, qui est souvent d'ailleurs stigmatisée, on parle des SMICards, on parle des gens qui sont au SMIC, ne sont pas les victimes premières en termes économiques. La victime première est quelqu'un à temps partiel, donc qui en nombre d'heures est en dessous de 24 heures, et a un salaire même à 12 € de l'heure qui, in fine, lui fait un salaire réel bien inférieur au SMIC. Et ça, c'est une donnée de précarité qui est essentielle. Donc je résume, c'est une femme, elle travaille à temps partiel, elle a un petit salaire. Et si vous allez sur la note de la DARES, vous vous apercevrez que généralement, elle est seule avec un enfant. Voilà la réalité. Voilà pourquoi, à un moment donné, on a voulu construire une offre tentant d'améliorer les conditions de temps partiel subi. C'est vraiment un sujet, c'est un vrai sujet. 4 200 000 personnes travaillent à temps partiel. 4 200 000 personnes travaillent à temps partiel. Et pourtant, dans ces 4 200 000 personnes, vous en avez pratiquement 672 000. Alors là, je vais rectifier quelques informations tout à l'heure, donc données, mais c'est normal parce que vous n'êtes pas des spécialistes. La majorité des temps partiels partagés ne sont pas dans un groupement d'employeurs. Alors là, c'est un petit message pour mes collègues groupements d'employeurs. Vous avez vu le potentiel de marché? C'est incroyable.
on a à peu près, on ne sait pas trop, parce qu'on est très mal organisé, il y a un syndicat qui se crée, on est peut-être 15, 20 000, 30 000 salariés. C'est un peu une fumisterie pour l'instant, on ne sait pas vraiment combien on est. C'est un des enjeux d'ailleurs de l'année 2015. Mais le marché potentiel des gens qui travaillent à temps partiel partagé, c'est 672 000. D'accord ? C'est 16% des temps partiels. Et là-dedans, vous avez des gens assez incroyables, et c'est, je crois, 6%, qui exercent non seulement différents temps partiels, mais dans des compétences différentes. C'est-à-dire qu'ils sont, par exemple, chauffeurs routiers et comptables. Pour arriver à avoir un temps de travail significatif, certains vont même jusqu'à cumuler des métiers différents. Alors, c'est extrêmement rare dans les groupements d'employeurs. Il y a quelques cas, une dizaine, je crois, en Bretagne, mais sachez qu'on peut aussi construire des temps de travail qui sont multicompétences. Donc, le sujet second, c'est les PME et les TPE. Alors là, je vais un petit peu prendre quelques minutes, il m'en reste normalement 7 ou 8. Les PME et les TPE sont les premières consommatrices de temps partiel en France. Version syndicaliste, c'est scandaleux, c'est terrible. Version un peu plus optimiste, et les deux peuvent se rejoindre, c'est parce qu'une TPE a les mêmes besoins de compétences qu'un grand groupe. La TPE a besoin de tous les services, export, qualité, que sais-je, qu'un grand groupe a. Malheureusement, ses ressources et ses moyens sont par définition contraintes. Donc la TPE pour son développement, la PME pour son développement, a nécessairement plus besoin que les grands groupes d'avoir des temps partiels. Donc il y a un paradoxe. D'un côté, on a une pauvreté et un besoin de temps complet ou de temps significativement bien payé, et de l'autre, on a l'émergence de PME et de TPE qui, par nature, structurellement, font de plus en plus appel au temps partiel. Paradoxe, non ? Et l'autre paradoxe, c'est que 96% des emplois créés en France le sont aujourd'hui dans des PME et des TPE. Je vais vous dire un truc qui va nous fâcher, il y a très peu de grands groupes ici, donc je peux m'avancer. Ce ne sont pas les grands groupes, ce ne sont pas les grandes entreprises, ce n'est pas le service public qui va et qui crée de l'emploi aujourd'hui. Il en crée forcément, mais les courbes de statistiques sont complètement inversées. Ce sont les TPE et les PME. Ce sont elles qui sont porteuses des emplois donc aujourd'hui, depuis presque 15 ans déjà, et ce phénomène va s'accentuer. Donc comment on fait pour allier les deux ? Comment on fait pour répondre aux besoins de temps partiel non subis ? Et comment on fait pour aider les PME ? Cette fameuse loi devait permettre de le réconcilier. En partie. Ce n'est pas le cas. Juste un petit point d'ordonnance. L'ordonnance donc, du 29, que vous allez donc lire, que tous les DRH ont déjà lu à mon avis, elle est extraordinaire. Alors déjà, donc, il y a eu un premier coup de râteau qui a dit certains secteurs, comme par hasard les secteurs qui consomment le plus de temps partiel subi, ont déjà été exclus de cette mesure. Des accords ont été signés leur permettant de faire à peu près comme elles le voulaient. D'accord ? Après, on a dit les moins de 26 ans, ils n'ont pas besoin. Les jeunes, ils sont souples, ils sont exclus de la mesure. Et puis finalement, il me reste 5 minutes, quelqu'un a dit mais il y a un petit souci quand même, ça ne suffit pas, ce n'est pas assez souple. Qu'est-ce qui se passe quand une ou un salarié accepte finalement de travailler moins de 24 heures, donc là on lui demande de remplir un papier que préalablement tout bon DRH aura préparé. Là je dis des choses horribles, mais c'est à peu près vrai. Alors s'il est un peu malin, il fait 6 exemplaires différents pour pas qu'il y ait donc de problème. Et donc ce document volontariste permet donc aux salariés de prendre un temps partiel à 14 heures par exemple. Simplement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est embauché ? Si au bout de, 2 mois, il lui prend l'idée assez sotte de demander à son employeur de passer à 24 heures, comme la loi préalablement donc l'obligeait, eh bien notre entreprise se retrouvait avec un salarié, méchant salarié, qui aurait pu être à 24 heures. Eh bien l'ordonnance du 29 a permis de résoudre le problème, puisque de fait, tout engagement pris en préalable à l'embauche reste inattaquable et permanent. Il n'y a pas de rétroactivité. Bon. Alors vous allez me dire, pourquoi tout ça ? C'est compliqué, c'est des négos donc à des niveaux nationaux. Dans les faits, je pense qu'on a raté là, on a clairement raté là, une opportunité de vrai dialogue social et de vrai changement de pratique. Oui, on a le droit en entreprise d'avoir des temps partiels. On a le droit. Pas dans n'importe quelle condition.
Oui, on a le droit de manger correctement, d'être digne et d'avoir donc de quoi manger donc avec ses enfants et d'avoir une vie intéressante. Et oui, on a le droit d'avoir un temps de travail qui soit intéressant aussi. Oui, on a le droit de travailler du lundi au samedi, ou en tout cas sur une séquence de travail qui soit entendable. Tout ça est tout à fait normal, quoi. Qu'est-ce qui nous reste? Hop. Ah oui, j'ai oublié. Ah, excusez-moi. Je m'emporte. Non, tu peux. Un autre paradoxe, c'est que les salariés les plus qualifiés, les cadres particulièrement et les étames, sont de plus en plus attirés, de fait, sur le temps partagé et le temps de travail à temps partiel. Il y a une croissance incroyable du nombre de personnels assez qualifiés qui sont demandeuses de temps partiel, bien sûr, non subi, et qui souhaitent même se partager entre différents types d'entreprises. C'est une vraie tendance aujourd'hui de la demande des collaborateurs. Ce n'est pas qu'un sujet d'entreprise, c'est aussi un sujet personnel. L'expérience à temps partagé pour certaines personnes, et je pense aux gens expérimentés, et même aux jeunes, est devenue une vraie attente. Et particulièrement chez les gens très qualifiés, Bac plus 2 et plus. C'est une tendance réelle depuis pratiquement 15 ans. Quelle solution? Eh bien, il n'y en a qu'une. Il n'en reste plus qu'une. C'est un peu comme ces jeux donc, on s'élimine au fur et à mesure, comme les murder parties, quoi. À la fin de cette histoire, depuis le début et depuis 30 ans, il ne reste qu'une seule vraie solution qui permet aux salariés, aux entreprises, de répondre à leurs deux attentes. D'un côté, de la flexi-compétence, c'est-à-dire des hommes et des femmes présents au bon moment, ayant des compétences fortes dans mon entreprise pour assurer mon développement, et de l'autre, un vrai contrat de travail, comme chez Véditis, avec un vrai statut, avec des vrais moyens, de la formation, une écoute. Et ça, en Bretagne, depuis 30 ans, on le fait. Et je vais vous dire un truc, on est super mauvais. On est super mauvais. C'est une vraie révolution RH, les groupements d'employeurs, depuis plus de 30 ans, et on n'est que 1000. On n'est que 1000. Et la Bretagne, on est les rois du monde en plus. C'est-à-dire qu'avec 1000, on est parmi les régions les plus fortes en temps partagé. Et moi, je vous dis, pour conclure, qu'on a un travail énorme à faire. Parce que nos politiques, nos syndicats, nos partenaires sociaux, nos universités, pas l'UBS bien sûr, doivent nous aider à faire comprendre que la seule solution pour lutter contre le temps partiel subi, c'est de créer une organisation de travail qui soit gérée par un intermédiaire tout simple, qui est le groupement d'employeurs. Voilà ma conclusion. Et normalement, j'ai fait 15 minutes. Merci Philippe Vittoria de votre intervention. Je vous invite à vous asseoir juste ici. Merci encore Philippe Vittoria. Par vos propos, Philippe, nous constatons que la complexité du contexte juridique actuel peut amener les chefs d'entreprise à recourir au temps partagé. En parlant de complexité, on peut en venir à se demander si la gestion d'un salarié à temps partagé est-elle aussi complexe qu'un salarié lambda. Pour ce faire, on a une personne qui va nous parler du sujet ce soir. Elle est juriste, elle a accepté de répondre en direct ce soir en exclusivité pour les téléspectateurs ici présents vannetés aux questions pratiques et techniques que les employeurs sont amenés à se poser. Je vous prie d'accueillir Sandrine Rouillet. Bonsoir à tous. Bonsoir, donc je vais commencer les petits interrogatoires sur le temps partagé. D'un point de vue juridique, quel est pour vous l'atout majeur du temps partagé ? Alors je dirais qu'au-delà justement de cette fameuse réforme du temps partiel, qui justement, mine de rien, quand même, est en application depuis janvier 2014, on a effectivement un intérêt aujourd'hui, quand on est obligé de recruter quelqu'un à 24 heures semaine, de passer par le temps partagé, par un groupement d'employeurs finalement. Mais je dirais que l'atout juridique, c'est surtout aussi de proposer un CDI, forcément pour les salariés, mais pour une entreprise qui pourrait être tentée aussi de se dire, bon, j'ai un besoin ponctuel, je recrute en CDD, je fais un contrat pour accroissement d'activité qui des fois, au niveau du motif, est un peu limite, ou alors je fais succéder tout plein de CDD qui fait qu'au niveau du délai de carence, je suis pas bon. En fait, finalement, quand on embauche en direct trop de CDD, on prend aussi des risques de requalification de CDI. En passant par un groupement d'employeurs,
Ça permet d'éliminer ce risque, puisque finalement, le groupement d'employeurs va, lui, pouvoir proposer un CDI donc, à ce salarié à temps partagé dans 2 ou plusieurs entreprises adhérentes. Bien, deuxième question, qu'en est-il de la gestion administrative d'un salarié à temps partagé qui s'occupe des congés payés, des arrêts maladie, du temps de travail? Alors, tout ça, c'est donc le groupement d'employeurs qui reste l'employeur. Donc, c'est à lui de gérer de A à Z la vie administrative du salarié. Donc, concrètement, par exemple, pour ce qui est des congés payés, évidemment, on va consulter les entreprises adhérentes pour mettre en place un planning de congés qui va convenir à l'ensemble des entreprises adhérentes et aux salariés. Mais concrètement, ça va être le groupement d'employeurs qui va gérer cela. Pour un arrêt de travail, par exemple, là, ça va être le salarié qui va informer, en cas d'arrêt de travail, son employeur qui est donc le groupement. Là, le groupement va se charger finalement après de diffuser l'information aux différentes entreprises adhérentes. Bien souvent, le salarié va aussi informer directement les entreprises adhérentes avec qui il travaille au quotidien. Et donc, concrètement, tout ce qui est attestation de salaire, déclaration d'accident de travail, tout ça, ça va être administrativement géré par le groupement d'employeurs. Voilà, tout ce qui peut être formation, durée du travail, tout ça, tout est suivi par le groupement d'employeurs, avec évidemment un lien quand même permanent avec les entreprises adhérentes. Mais effectivement, le côté administratif est géré par le groupement d'employeurs, qui reste l'employeur et donc responsable de tout ça. Une thématique qui fait souvent débat, le salaire. Alors, comment on procède à la détermination de la rémunération d'un salarié à temps partagé ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un groupement d'employeurs, il est lié par une convention collective. Donc, évidemment, lui, en tant qu'employeur, il va devoir proposer une rémunération salariée qui tient compte de la grille minimale de cette convention collective. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si effectivement au niveau de l'entreprise adhérente, on a une toute autre grille qui peut être plus favorable que celle imposée par la convention collective dont dépend le groupement? Là finalement, comme on a un principe quand même d'égalité de traitement entre les salariés du groupement et les salariés des entreprises adhérentes, il va falloir en fait compléter cette rémunération par le biais d'un complément de salaire. Donc finalement, sur le bulletin de salaire du salarié, on va avoir une première ligne salaire de base qui correspond au minima de la grille qui est applicable au groupement. Et puis on va avoir un complément de salaire, éventuellement, si effectivement dans l'entreprise adhérente, le salarié à poste égal, qualification égale, ancienneté égale, est mieux rémunéré du coup que ce salaire de base. Donc voilà, c'est transparent, c'est détaillé. Voilà un petit peu comment ça fonctionne en termes de rémunération. J'insiste juste sur la notion d'égalité de traitement. Elle concerne le salaire de base, les primes, tout ce qu'un salarié de l'entreprise adhérente peut obtenir en termes d'avantages, le salarié d'un groupement doit également en bénéficier. Et cette égalité de traitement, elle est aussi étendue à tout ce qui est épargne salariale, donc participation, intéressement. Et comment la prime, finalement, elle est calculée au prorata de présence du salarié? Voilà. D'accord. Très bien. Alors, question suivante que beaucoup se posent à mon avis dans la salle. Combien coûte un salarié à temps partagé pour une entreprise utilisatrice? Alors, question tabou. Alors, il faut savoir déjà que le coût d'un salarié, comme vous pouvez vous le savez sans doute déjà, c'est pas que le salaire, c'est évidemment les charges qui vont avec. C'est le temps passé à gérer la vie administrative, le contrat, les salaires, les attestations de salaire, les visites médicales, la formation, voilà, toutes ces choses-là qui sont des coûts un petit peu indirects aussi. Donc, finalement, aujourd'hui, le fait de passer par un groupement d'employeurs, évidemment, on rémunère ce temps-là aussi, ce temps passé. Donc, ça peut, en termes de coefficient, être un peu plus élevé qu'effectivement une embauche en direct, mais en même temps, on gagne aussi beaucoup de temps dans cette gestion administrative. Donc, voilà un petit peu. Finalement, ça fonctionne sur la base d'un coefficient. La plupart des groupements d'employeurs aujourd'hui fonctionnent comme un petit peu l'intérim, avec un coefficient. Malheureusement, la vie d'une entreprise n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il peut arriver que le salarié, malheureusement, commette une faute disciplinaire. Comment cela est-il géré ?
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, quand moi j'entends parler de sanctions disciplinaires, ça me fait penser tout de suite règlement intérieur. Bon, ça ne concerne pas toutes les entreprises, ça concerne que celles qui sont à plus de 20. Mais il faut savoir déjà que le salarié qui travaille dans une entreprise adhérente est tenu de respecter les prescriptions du règlement intérieur de l'entreprise adhérente en matière d'hygiène, de sécurité et aussi des consignes qui peuvent être données par son responsable hiérarchique au sein de l'entreprise adhérente. Donc ça, c'est une chose. Par contre, au niveau des sanctions, au niveau de la politique disciplinaire, là, on va faire référence au règlement intérieur du groupement d'employeurs. Donc concrètement, comment ça se passe? Lorsqu'un adhérent a un problème avec un salarié, bon, il en fait part au groupement d'employeurs, il lui explique les faits précis, détaillés, datés. Le groupement d'employeurs va effectivement juger si effectivement il y a une sanction à appliquer. Alors soit on est sur une absence injustifiée qui va passer par un simple avertissement mais qui sera notifiée par le groupement d'employeurs. En aucun cas, ça sera l'entreprise adhérente qui devra jouer ce rôle de sanction. Et par contre, si on est sur des faits un peu plus délicats, un peu plus graves, on va dire, là, il va falloir passer par une procédure disciplinaire, donc avec convocation, entretien, notification de la sanction. Et là, encore une fois, c'est le groupement d'employeurs qui gère ça de A à Z. Donc ça veut dire que le jour de l'entretien, c'est quelqu'un du groupement d'employeurs qui écoute le salarié, la version des faits du salarié. Donc voilà, évidemment pendant toute cette procédure disciplinaire il y a une discussion entre l'adhérent et le groupement d'employeurs, mais ça reste mine de rien quand même le groupement d'employeurs qui prendra la décision finale de la sanction en ayant écouté effectivement la version adhérent et la version salarié. Bon, maintenant on sait aussi que parfois ça peut ne pas relever du fait fautif, mais ça se passe pas très bien avec un salarié. Alors comment on fait? Alors dans ces cas-là, si le groupement juge que c'est pas sanctionnable, mais qu'on ne veut plus travailler avec ce salarié, il faut savoir qu'il y a toujours cette solution quand même aussi de dénoncer la mise à disposition par un respect quand même d'un délai de préavis vis-à-vis du groupement d'employeurs pour que justement celui-ci puisse retrouver un nouveau maillage pour ce salarié. Donc voilà, tout est, même si on n'est pas dans le fait fautif, il y a toujours une solution pour se séparer d'un salarié dont on n'est plus entièrement satisfait. Bien, parfait. Merci Sandrine Rouillet pour votre intervention. Je vous convie à rejoindre Monsieur Vittoria. Alors finalement, dans la théorie, le temps pratique, ça paraît relativement simple à mettre en place. Mais quelle est l'image du temps partagé au cœur de nos entreprises? Pour aborder ce sujet, je vais accueillir M. Aulin, directeur général de Thibaut Bergeron, une entreprise créatrice d'emballage, et M. Thépeau, secrétaire général de la CFDT du Morbihan. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir messieurs. Donc, nous avons fait le choix de vous recevoir ensemble ce soir, car de par vos fonctions, vous êtes la construction du dialogue social au sein d'une entreprise, et il était intéressant de recueillir vos avis sur le temps partagé. Donc tout d'abord, Guénolé Aulin, que pensez-vous du temps partagé? Avez-vous peut-être une expérience professionnelle à nous recenser ce soir? Vous avez été bien informé alors. Voilà, Guénolé Aulin, moi je suis directeur général de la société Thibaut Bergeron, basée à Musiac. On fabrique des emballages pour les artisans confiseurs et artisans boulangers essentiellement. Une entreprise de 230 personnes aujourd'hui qui exerce depuis 1947, donc j'ai depuis un bon nombre d'années. Alors nous, on a recours très régulièrement et depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années au temps partagé. Alors, pourquoi on a franchi le pas, la petite anecdote, c'est que moi, je suis d'abord rentré en tant que RH, chargé de mission ressources humaines dans l'entreprise en 2000, et j'ai exercé donc pendant un an le poste de chargé de mission RH entre Thibaut Bergeron et à l'époque Capitaine Watt, un site de fabrication, de transformation des produits frais de la mer sur le port de pêche de Lorient. Donc
Moi, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, parce que c'était quasiment la sortie de l'école, donc j'ai pas forcément, je connais très bien le temps partagé aujourd'hui. Maintenant, à l'époque, en tout cas, si je me remets un petit peu dans le contexte dans lequel j'ai été recruté, mon patron, qui est toujours donc Monsieur Thibault, qui est toujours le PDG de l'entreprise, avait aussi l'envie d'une ouverture. Ça a été un peu le fait déclencheur de se dire j'ai envie de changer un petit peu les habitudes, j'ai envie qu'on percute, j'ai vu qu'on change un petit peu, qu'on sorte des chemins battus. Et donc, c'est pas que la rencontre avec Franck Delalande et le groupement Vénétis qui a permis de mon embauche et mon intégration en tant que chargé de mission RH. Voilà. Merci. Et quels sont les apports pour vous du temps partagé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, c'est les apports, on va dire, l'entreprise, Voilà. D'accord, au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a plusieurs, on a parlé de plusieurs axes, vous avez présenté un petit peu toutes les facettes du temps partagé. Moi, je peux parler un petit peu de mon expérience, mais on parle de flexi-sécurité aujourd'hui. L'entreprise a connu une passe difficile en 2008-2009 où on a dû faire un plan social. Aujourd'hui, clairement, on avait des salariés à temps partagé qui ne sont pas venus chez nous cette année-là. D'accord, et ça s'est passé, on va dire, très bien en relation avec donc Franck Delalande, le directeur de Vénétis, pour que ces gens-là soient replacés, reclassés. Nous, ça nous a permis d'alléger notre masse salariale. On avait besoin de s'ajuster par rapport aux conditions économiques de l'époque. Et on a eu du plaisir à les retrouver, à les reprendre quand ça a été mieux quelques années plus tard. Voilà, donc ça c'est un intérêt c'est une vraie flexi. On parle de flexi-sécurité, c'est un vrai atout. Faut pas spécialement en avoir peur. J'avais noté aussi l'accompagnement dans les projets. Aujourd'hui, on a une personne qui a temps partagé, toujours, qui est sur le parti web marketing. On a un site internet qui se développe, qui n'est pas forcément un axe très important jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas été mis en avant, qui n'est pas prioritaire et qui le devient aujourd'hui de plus en plus, notamment avec les réseaux sociaux, avec le développement internet que vous connaissez tous. Aujourd'hui, nos clients qui sont des artisans boulangers, artisans confiseurs, n'étaient pas forcément les premiers adeptes de ce fonctionnement. Aujourd'hui, ils y rentrent et nous, on doit y rentrer aussi, on doit y être. Aujourd'hui, on a des compétences en interne à 230 personnes. On a des gens qui travaillent en communication, dont c'est le métier. Pour autant, la connaissance du web est une connaissance très particulière avec des technicités, des particularités spécifiques. Et aujourd'hui, l'intégration d'une personne sur ce métier-là une journée par semaine nous permet clairement d'avancer plus rapidement, de faire du transfert de compétences, d'intégrer aussi, et puis de marcher un peu plus sereinement sur ce terrain-là qui est aujourd'hui un peu inconnu pour l'entreprise. Non, voilà, j'en avais listé encore quelqu'un. La qualité aussi, la qualité des recrutements. Il faut savoir que on n'en parle pas souvent, je trouve, et c'est un vrai élément. Les gens qui rentrent et qui sont prêts à faire du temps partagé, donc je parle bien des salariés, sont souvent dans des philosophies très intéressantes. Ils sont bien conscients des difficultés, des raisons pour lesquelles on embauche aujourd'hui des gens en temps partagé. Donc ils savent qu'ils rentrent dans une entreprise. Ils ne savent pas exactement pour combien de temps, ils savent que c'est peut-être une journée au début, demain ce sera 2. Il y a une espèce d'expérience conjointe qui est en train de se créer, il y a une espèce d'émulation entre guillemets qui se crée et on a la chance, en tout cas moi depuis 15 ans, d'avoir systématiquement eu des bonnes compétences en temps partagé. Donc on a des gens qui sont motivés, intéressés, impliqués dans une démarche d'ouverture, de partage d'expérience. Donc c'est... Voilà, on ne rentre pas en temps partagé, j'ai envie de dire, on ne postule pas au temps partagé comme on postulerait un poste classique en entreprise pour reprendre le poste de Pierre, Paul ou Jacques. Non, il y a vraiment un enjeu, un défi et souvent les jeunes ou les moins jeunes qu'on a en temps partagé ont une philosophie très intéressante et souvent c'est des bons recrutements. Voilà, en tout cas, il y a plein d'autres sujets, plein d'autres motivations, mais je vais laisser la parole peut-être... Donc Jean-Marc Thépeau, et vous, comment vous vous positionnez face à cette forme d'emploi plutôt innovante? Alors pour nous, la CFDT, on lutte depuis plusieurs années justement contre la précarité. Et notamment, on parlait tout à l'heure de temps partiel. Moi, il y a deux volets sur ce côté-là. Il y a le temps partiel subi et le temps partiel choisi.
le temps partiel choisi, on ne va pas trop en parler ce soir. Je pense que non, mais il faut le dire encore. Il y a encore des personnes qui veulent du temps partiel choisi. Je pense que c'est un dispositif qu'il faut garder, pour les personnes intéressées. Par contre, le temps partiel subi, c'est encore autre chose. Donc on a lutté là-dessus. Je me retourne vers mon ami qui me parlait de fameuse réforme qui a été complètement vidée de sa substance très rapidement. En effet, la CFDT était moteur, dans cette réforme pour avoir au moins porté les idées. Et en tout cas, nous aussi, on est les premiers déçus là-dessus. Alors, on avait déjà, nous, intégré le côté de temps partagé et groupement d'employeurs, parce que on a pris très vite connaissance du groupement d'employeurs de Vénétis. Et en fait, par rapport à ça, voilà, on a trouvé l'idée intéressante. Je vais simplement dresser un petit tableau. Il y a, dans le syndicalisme, il y a deux tendances, on va dire. Il y a tendance réformiste et tendance un peu plus contestataire. Et voilà, nous, on est plutôt sur quelque chose d'ouvert et quelque chose qui offre aussi la flexi-sécurité. J'ai préféré aimer que la flexi-compétence. Voilà, bon, est-ce que c'est les petites différences qu'on a entre nous. Mais la flexi-sécurité, la CFDT, ça a été un point d'orgue pour eux aussi. Et je trouve que c'était une solution, un dispositif qui était quand même adapté au contexte, au marché du travail aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous l'ont souligné, un marché du travail atone, où en effet c'est les TPE et les PME, on le rencontre aujourd'hui, qui créent le peu d'emplois qu'on arrive à trouver. Et comment faire converger justement un temps plein, ou un temps partiel choisi, je parle bien, ou un temps plein en CDI. C'était une des solutions. On avait trouvé, le groupement d'employeurs était intéressant. Juste pour imager un petit peu, on est un syndicat, bien sûr. Alors on se fait des fois des préjugés sur les syndicats. On est aussi employeur parce qu'on a des salariés et on profite aussi du temps partagé, parce qu'on travaille avec des groupements d'employeurs sur Rennes avec du temps partagé. Donc nous on le porte. J'ai un panorama moi assez large sur l'emploi et du bout de la chaîne jusqu'à l'autre bout. Et en fait, je siège au Conseil du Prud'homme de Lorient. Je rencontre bien souvent des employeurs qui se trouvent acculés vers un contentieux parce qu'il n'a pas pris en considération le côté GRH un peu de la chose. Et en fait, il ne s'est pas fait accompagner. Et souvent, en conciliation, je leur dis, je sais que vous n'avez pas les moyens d'embaucher un RH à temps plein. Il y a des solutions. Et je fais souvent la promotion des groupements d'employeurs. Enfin, je dis c'est une des solutions que vous pouvez avoir. Et je préfère autant, moi en tant que syndicaliste, avoir affaire à un groupement d'employeurs en termes de précarité, de temps complet, que malgré tout les boîtes d'intérim, que je trouve un peu moins performantes. Et à titre complètement personnel, je trouve hyper intéressant et je pense que les personnes qui optent pour le temps partagé, je pense qu'ils ont une certaine philosophie, vous avez entièrement raison, c'est d'aller acquérir des compétences dans différentes entreprises, des expériences. Et je pense que ça, c'est très enrichissant pour les salariés et pour les entreprises qui les emploient aussi. Donc voilà. Et est-ce que vous avez un retour du sujet du temps partagé par rapport aux autres syndicats? Est-ce que vous en avez entendu parler de vos confrères, si je puis dire? Alors, je ne vais pas me faire porte-parole des autres syndicats, mais il ne faut pas se cacher non plus. Comme je vous disais, il y a le courant réformiste où on est plutôt ouvert à ce genre de choses. Et on a plutôt un autre courant qui est un peu plus réfractaire à ce genre de dispositif et qui sont plutôt sur un schéma un peu simpliste de dire la même entreprise à temps plein, au même lieu, quelque chose qui est très très figé. On a on le rencontre bien dans les partenaires sociaux, quand on négocie autour de la sécurisation de l'emploi et des compétences. On n'a pas du tout la même approche. C'est vrai que là-dessus, il y a deux choses. Après, il y a certains syndicats qui se positionnent très peu, donc c'est vrai que je ne peux pas... Bien, alors, on voit qu'il y a énormément de côtés positifs. Est-ce que vous voyez, vous, des freins au développement du temps partagé et comment on pourrait les surmonter ? Des freins, j'entendais tout à l'heure, je captais des conversations. En fait, sur le site internet des groupements d'employeurs, je pense que, je crois que c'est vous, monsieur, qui disiez qu'il fallait un environnement assez simple
et qu'on arrive directement sur là où on veut. Par exemple, pour un employeur, je clique, je recherche quelque chose. Enfin voilà, il faut trouver des simplifications. Alors il y a la publicité aussi qu'il y a à faire autour de ça. Moi j'essaye, j'irai suivant les dossiers traités, d'apporter ce petit éclairage. Mais en tout cas, une simplification des choses, une publicité en disant que c'est pas compliqué. Je pense aussi que c'est pas compliqué. Au contraire, même pour les entreprises, ça allège, vous le disiez tout à l'heure, dans la gestion, ça allège beaucoup en termes de gestion. Et je pense que c'est plutôt un plus. Alors, je le vois comme ça, c'est un plus pour l'entreprise, puisque c'est adapté aux besoins de l'entreprise, et c'est quand même, pour moi, en termes de richesse, c'est un plus pour le salarié. Et je pense que ça, c'est important aussi. Donc, je pense que quand on arrive à avoir des choses positives comme ça, je ne peux que, entre guillemets, faire de la publicité un petit peu autour de ça. Et Monsieur Hollin, peut-être ? Oui, alors ça va être moi non plus, j'ai pas de voilà, je vous disais tout à l'heure, on est convaincu aussi dans l'entreprise. Après les freins, je crois pas qu'il y ait réellement de freins. Je crois que ce qui est le plus problématique, c'est la méconnaissance en fait. Venetis Avan existe depuis 97, on le voyait tout à l'heure. Pour autant, il y a plein de gens qui le connaissent pas encore, et il y a plein d'autres systèmes. C'est vrai qu'on le confond avec l'intérim, avec les cabinets de conseil, avec les CDD, voilà, et on sait pas, on a du mal à faire la part des choses, et souvent les dirigeants qui sont aujourd'hui à la tête de PME ou de TPE, on le disait tout à l'heure, sont pas des spécialistes de RH. Et je crois que le principal frein, c'est de dire qu'est-ce que c'est que ce système encore, je n'ai pas le temps de m'en occuper, je n'ai pas le temps de vous recevoir, je ne veux pas savoir ce que c'est. Et je crois que c'est là, entre guillemets, le plus gros travail à faire pour les groupements d'employeurs, c'est d'essayer de forcer la patte, essayer d'expliquer, essayer de faire comprendre, essayer de communiquer sur leur support. Parce que sur le fond, il n'y a pas du tout de contraintes, il n'y a pas de frein à avoir. J'ai envie de dire, ça se passe aujourd'hui très bien. Je vous dis, nous, ça fait 15 ans qu'on en a. Il y a peut-être des entreprises qui utilisent du temps partagé depuis maintenant bon nombre d'années. J'ai envie de dire, non, c'est tout à fait positif, ça fonctionne très bien, c'est rodé. Alors on a vu que juridiquement, oui, il y a encore peut-être des choses à voir, à caler, oui, ok, mais dans le monde réel, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Et au contraire, je vous disais tout à l'heure, ça permet d'accompagner des projets dans l'entreprise, de développer l'activité, d'être réactif par rapport au marché. Donc non, c'est une vraie source de développement pour l'entreprise et d'apport de compétences. Donc des freins à part la méconnaissance et de prime abord l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport à un nouveau système ou à un système qu'on ne connaît pas. Je pense qu'une fois qu'on a passé ce cap-là, je crois qu'après on est vite convaincu, et je pense qu'il faudrait regarder, j'ai pas les statistiques, mais aujourd'hui les entreprises qui travaillent avec un groupement d'employeurs, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui quittent le groupement ou qui sortent de ce schéma-là, même si par moments comme nous, parfois par difficulté, on peut aussi ajuster nos effectifs et nos besoins et notre façon de travailler, mais c'est aussi une façon d'ajustement qui est tout à fait intéressante, et pour autant, c'est pas parce qu'on ne travaille pas avec Venetis pendant un an, par exemple, parce que le contexte économique n'est pas favorable, on n'a pas de besoin, qu'on ne re-signe pas et on ne reprend pas quelqu'un 1 an ou 2 ans plus tard. Donc non, je pense qu'il y a aujourd'hui, en tout cas dans le réseau Vantech, quand je vois plein de têtes ici qu'on connaît, des gens qui sont convaincus, et ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas de doute sur le fait que ça fonctionne et qu'il y ait vraiment un sens. Donc moi, hormis le frein de prime abord de l'inquiétude et la méconnaissance, j'en vois pas particulièrement. Voilà. Merci à vous. Merci Monsieur Thépeau et Monsieur Hollin. Merci à part. Je vous invite à rejoindre Monsieur Vittoria et Madame Rouillet. Une fois encore, nous pouvons voir que le temps partagé pourrait être une réponse possible pour que les dirigeants puissent affronter leurs problèmes actuels. La flexibilité du dispositif, comme on a pu le voir, peut permettre à certaines entreprises de s'offrir des compétences d'expertise, par exemple à mi-temps, chose qu'elles ne pourraient pas s'octroyer à temps plein. Et du côté des salariés, quels sont les avantages du temps partagé ? C'est ce que nous allons découvrir avec le témoignage de Madame Sandrine Koubaka, salariée chez Venetis, qui occupe un poste de RH à temps partagé dans 2 entreprises. Oversteam, une entreprise spécialisée dans la nutrition sportive, et l'entreprise Lebec dans le secteur immobilier. Bonsoir, Madame. Alors tout de suite, première question, très simple. Quels sont pour vous les intérêts de travailler à temps partagé? Alors pour moi, vers le haut.
Pour moi, le temps partagé, c'est d'abord synonyme de changement, de mouvement et de diversité. Donc, c'est tout ce que je recherche en tant que salarié. Alors, je vais donner des exemples concrets. Moi, je travaille dans 2 secteurs d'activité. D'un côté, l'immobilier, d'autre côté, les aliments diététiques pour sportifs. Donc, absolument aucun rapport. J'ai plusieurs bureaux. Dans une entreprise, je suis à Plescope. Dans l'autre, je suis à Vannes, Lorient ou Carnac. J'ai 2 fois plus de collaborateurs. Dans l'une, 40. Dans la deuxième, 45. Donc, du coup, j'ai 85 collègues. Je travaille avec 2 styles de management. Alors, c'est 2 entreprises familiales. Mais dans l'une, c'est un couple. Dans l'autre, ce sont 2 frères. Donc, voilà, ils ont chacun leur façon, leur conviction de travailler. Je travaille aussi sur des projets différents. Donc, dans une entreprise chez Oversteam, on a une vraie volonté de développement à l'international. Donc, je suis en contact avec des avocats européens, par exemple. Et par contre, chez Le Bec Immobilier, c'est vraiment un tissu local. On est voilà, sur le Morbihan. Donc, c'est complémentaire. Les priorités et les problématiques sont différentes. Donc c'est ça qui fait la richesse du temps partagé. Mais j'ai aussi des dossiers identiques. Donc l'intérêt pour moi, c'est aussi de mutualiser certaines choses. Par exemple, je propose une formation, on va dire, conduite de réunion dans une entreprise. Ça se passe bien, l'intervenant est bon, les salariés sont satisfaits. Bon, je duplique chez l'autre et je propose à l'autre entreprise cette même formation si c'est justifié. Donc du coup, j'ai l'impression, moi, de gagner du temps. Et je pense que l'entreprise en gagne aussi. Encore dans les différences et que je trouve intéressantes, c'est que dans une entreprise, j'ai une forte saisonnalité, pas dans l'autre. J'ai aussi dans mon métier en tant que RH, ça je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, ça me permet de prendre du recul. Il y a quelquefois des situations qui sont un peu compliquées, où on peut avoir un peu des tensions. Donc le fait de réagir trop vite, c'est jamais bon. Donc là, je suis le lundi dans une entreprise, je n'y retourne que le jeudi. Donc j'ai pris du recul, je sais qu'il n'y a pas mort d'homme, qu'on va trouver des solutions. Et le fait d'être ailleurs, de voir d'autres fonctionnements, d'autres gens, ça me permet de prendre ce recul. En avantage également, c'est clairement l'absence de routine, puisque tous les jours, voilà, je change d'entreprise quasiment. Et puis l'impression aussi de vivre des semaines à 100 à l'heure, d'avoir vraiment une activité, il n'y a pas de temps mort. Donc ça, c'est ce que j'aime. Puis le dernier avantage que j'ai listé, c'est bien évidemment le groupement d'employeurs, puisqu'en cas de souci, ils sont là, ils sont neutres, c'est un interlocuteur tiers. Moi, je le sais en tant que RH, quand il y a un souci avec un salarié, voilà, le souci, il est en direct. Et là, je trouve ça intéressant de pouvoir justement avoir Venetis comme interlocuteur. Et puis, en tant que salarié aussi, Venetis, c'est une entreprise qui a plus de 50 salariés. Donc, il y a des avantages liés à ça. Et des fois, je me dis que je suis même plus avantagée que les collègues avec qui je travaille tous les jours, puisque moi, j'ai un comité d'entreprise, j'ai des chèques vacances, etc. Ce que n'ont pas forcément les salariés des entreprises dans lesquelles je travaille. Et à contrario, Sandrine Koubaka, est-ce que vous voyez des inconvénients à être salarié à temps partagé ? Alors cette question m'a valu une feuille blanche ce midi devant mon sandwich. Je me disais, il faut que j'en trouve. Alors je ne vais pas être très objective puisque je suis une convaincue du temps partagé. Je fais ça depuis 5 ou 6 ans. Alors j'ai fini par en trouver, rassurez-vous. Alors ce que je notais, c'est que des fois quand j'arrive le jeudi chez Oversteam, j'ai à peine posé mon sac, il y a un salarié qui arrive et qui me dit « Bon, en fait, ce que je t'ai dit lundi soir, t'as réfléchi, c'est bon, comment on fait ?» Sauf que là, il faut juste que je switch. Voilà. Alors, jeudi, effectivement, il y a eu 2 jours pour lui, donc peut-être que ça a été un peu long. Pour moi, il faut que je me recale tout de suite. Donc en général, j'ai juste besoin, le temps de relire mes mails et ça y est, je me remets à nouveau à 100% dans l'entreprise. Mais voilà, j'ai un petit temps de calage. En inconvénient, mais moi que je trouve mineur, c'est des fois de jongler avec mon emploi du temps. Il m'arrive des fois de changer mes jours parce que j'ai un recrutement, le candidat il n'est pas dispo, et c'est absolument le mardi et c'est pas le jour où je suis censée être là. Donc je me colle un rendez-vous, je change mes jours, je me colle un rendez-vous dans une autre entreprise et puis finalement j'ai oublié de changer dans l'autre. Enfin bref, donc c'est arrivé 1 ou 2 fois où
voilà, j'avais pas géré mon emploi du temps et je me suis un petit peu embrouillée. Ça m'est arrivé qu'une seule fois de me tromper de route et d'arriver sur le parking d'une des entreprises et de me dire non, c'est voilà, je repars. Voilà, en limite du temps partagé, il peut y avoir aussi des conditions de rémunération qui sont différentes. Tout à l'heure, on en a parlé. Il peut y avoir des taux horaires différents d'une entreprise à une autre, qui peut être plus ou moins substantiel. Donc, il ne faut pas déconsidérer celui chez qui on est moins payé. C'est d'autres grilles de salaire. Voilà, donc, il faut faire avec. Et puis, voilà, dans les limites, les managements sont différents. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler différemment, s'adapter constamment. Pour moi, c'est pas un inconvénient, mais peut-être que chez certains, ça peut l'être. Et selon vous, est-ce une forme d'emploi accessible aux jeunes diplômés ? Alors, pour moi, on ne peut pas dire oui ou non à cette question. On va répondre, ça dépend. Ça dépend du chef d'entreprise, de l'entreprise, du contour de la mission, et puis évidemment, surtout, du profil du jeune. Alors ça, je dirais que c'est au groupement de faire son métier et de bien recruter, de savoir les sélectionner. Je pense qu'on ne peut pas faire du temps partagé par défaut, à défaut de temps plein. Enfin, si on est dans cette optique-là, à mon avis, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que ce soit un choix de travailler différemment. C'est peut-être un peu plus difficile pour des jeunes diplômés parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience. En tout cas, je sais que chez Venetis, parce qu'à un moment donné, j'étais au sein de la structure de gestion quand j'étais en stage Master 2, il y a plein d'exemples de jeunes qui fonctionnent, qui étaient dans 2, voire même 3 entreprises, et à qui ça le faisait tout à fait, parce que voilà, la mission avait bien été dessinée, et ils étaient motivés par le job. Donc, grâce à votre témoignage, Sandrine Koubaka, on a pu voir que vous étiez une professionnelle aguerrie en termes de temps partagé, avec votre longue expérience derrière vous. Mais le temps partagé est-il réellement accessible aux jeunes diplômés ? C'est le témoignage d'une étudiante du Master 2 RH qui va être présentée. Elle partage son temps entre 2 entreprises, Venetis et Idemer, et elle est une semaine par mois au sein de la faculté. Il s'agit de Margot Mauguin. Bonsoir. Alors, première question très simple, Margot. Pourquoi ce choix, assez atypique, il faut bien le dire, du temps partagé pour cette 2e année d'alternance ? Alors pour moi, le temps partagé en alternance, c'est l'occasion de vivre 2 expériences en une, comme disait Sandrine tout de suite, dans 2 structures très différentes. Je suis moi-même à temps partagé entre Idemer, donc Institut technique de développement des produits de la mer, à Lorient, et Venetis, en structure interne du groupement d'employeurs situé à Vannes. Donc ce sont 2 structures très différentes, tant par leur activité que par leur nombre de salariés. On a 20 salariés chez Idemer, 150 chez Venetis, ou encore par leur mode de gestion des ressources humaines, avec une gestion des ressources humaines de proximité chez Idemer et une gestion des ressources humaines à distance chez Venetis. C'est aussi pour moi l'occasion de démultiplier mes missions et mes activités. Si je résume mes dernières semaines passées en entreprise, j'ai eu plein de missions qui sont allées de la mise en place d'un système d'information RH à la mise en place de plans d'action sur l'égalité homme-femme ou sur les contrats de génération, à l'élaboration de règlements intérieurs, de mise en place de fiches de poste, de gestion des stagiaires, et j'en passe. Et l'année est loin d'être terminée, donc j'aurai une liste qui s'allongera d'ici septembre. Ben justement, un bilan peut-être à mi-course. Es-tu satisfaite de cette expérience ? Et penses-tu qu'un temps partagé en alternance est plus riche qu'un temps partagé entre guillemets lambda ? Alors, après 6 mois passés à temps partagé, le bilan est très positif. Je pense, comme mes autres collègues en alternance, avoir développé des compétences RH liées directement à mes futures fonctions. Mais je développe en plus des qualités professionnelles plus transverses qui me seront utiles tout au long de ma carrière professionnelle. Par exemple, je dois apprendre à gérer mon temps et à gérer mes tâches, notamment mon temps de présence dans chaque entreprise, mais aussi mon temps d'absence.
je dois planifier mes actions, je dois, dans les délais qui me sont impartis, tout gérer pour répondre aux objectifs qui me sont fixés dans un mi-temps dans chaque structure. Et j'ai encore, comme le disait Sandrine, 2 fois plus de collègues et donc 2 fois plus de relations. Donc je pense que je développe mon réseau professionnel un peu plus que les autres. Bien, merci à vous deux. Bon, je vais vous laisser Merci. regagner le cercle. On peut donc réaliser la fin de ses études à temps partagé et également commencer sa carrière par le temps partagé. Cela permet d'acquérir plus rapidement une expérience significative. À qui doivent s'adresser les salariés, jeunes ou moins jeunes, qui souhaitent travailler en temps partagé? Eh bien, tout simplement au groupement d'employeurs. Pour nous présenter ce type de structure, nous accueillons Madame Maryse Lemot, directrice du groupement d'employeurs de Cordoléa. C'est comme ça. Présente sur le site de Quimper. J'ai bien prononcé ou... Ça commence très mal. Ça commence très mal. Ouais. Cornouailles. Cornouailles, Voilà. donc c'est la Cornouaille, c'est à Quimper. C'est un bassin d'emploi qui est situé entre Châteaulin et Lorient. Donc nous sommes les voisins du groupement d'employeurs Vénétis. Voilà. C'est bien ça. Alors première question, tout de suite. Un travail à temps partagé est-il accessible à tous? Le travail à temps partagé, évidemment, est accessible à tous. Alors déjà, il peut se mettre en œuvre pour toute compétence, contrairement à ce qu'on peut penser au départ. C'est vrai qu'on va parler de maillage saisonnier, c'est-à-dire de personnes qui vont venir renforcer les activités en saison, ou à contrario, on va parler de RH, de qualité ou de comptabilité. Mais en fait, avec l'expérience qu'on a maintenant dans les groupements d'employeurs, on se rend compte que ça peut s'adresser à toute compétence dès lors qu'il y a la volonté d'entreprise de se partager ce type de compétences. J'ai apprécié qu'en introduction, vous ayez présenté l'exemple de la repasseuse de coiffe à temps partagé. En fait, elle n'était pas seule, elles sont deux. Elles sont deux et c'est un exemple certes un peu folklorique, surtout en Cornouailles, mais qui existe vraiment, puisque oui, les cercles celtiques ont besoin de personnel à temps partiel pour repasser leur col et leur coiffe bretonne. Ça représente par costume 8 heures de travail. Donc ça, je vous le dis pour votre culture générale, parce que c'est toujours intéressant. Donc pour rebondir, oui, on peut partager pour les personnes. Tout à l'heure, je crois que c'est Sandrine, tu le disais très bien, il faut avoir envie de le faire. Moi, avec l'expérience que j'ai quand même de 15 années de groupement d'employeurs, on reçoit parfois des personnes en entretien de recrutement qui ont avant tout la volonté légitime de trouver un emploi en CDI. Et il s'avère que c'est le groupement d'employeurs qui le propose. Donc c'est vrai qu'on sent bien qu'on a parfois des candidats qui découvrent un petit peu le système, mais qui se piquent parfois, chemin faisant, qui se piquent complètement au jeu et qui refusent parfois des embauches à temps plein qui leur sont faites par une des entreprises dans lesquelles ils partageaient leur temps. Voilà. Justement, vous parlez de recrutement. Alors, comment vous faites pour recruter un salarié idéal en temps partagé? Est-ce qu'il y a un processus spécifique? Quelle est votre, on va dire, méthode pour déceler le profil idéal à temps partagé? Alors, par rapport au recrutement, j'ai apprécié également, monsieur, tout à l'heure, que vous souligniez la qualité du recrutement fait dans le cadre des groupements d'employeurs, parce que c'est clairement la valeur ajoutée, c'est qu'on apporte un soin particulier au recrutement de nos collaborateurs, puisque ça va être, on va s'inscrire dans une collaboration dans la durée, et que ce sont nos salariés. Donc les choses sont très sérieuses à ce niveau-là. Donc au niveau du sourcing de candidats, on met des annonces. On a aussi un certain nombre de candidats qui font des candidatures spontanées via notre site internet. Donc on a une CVTech avec une veille sur notre candidature, puisqu'il faut que vous compreniez également que dans le cadre du temps partagé, on n'attend pas forcément que les entreprises nous fassent une demande. Il s'avère parfois qu'à la lueur de très bons candidats que nous avons rencontrés, nous faisons une proposition de service à des entreprises de nos réseaux et qui aboutissent à la création de postes à temps partagé. Donc il y a cette dynamique très forte qui existe au sein des groupements d'employeurs. Sinon, le processus de recrutement est un processus quand même assez classique. Tri sur candidature, entretien de recrutement et parfois en fonction des compétences, tests techniques, tests psychologiques. Bon, maintenant,
l'équipe d'un groupement d'employeurs a une vraie compétence dans ce domaine. Bien sûr. Et alors, quand est-ce que l'entreprise a le déclic de venir vous voir pour le temps partagé ? Alors, vous savez, le déclic, c'est nous souvent quand même qui appuyons sur le bouton, hein, très clairement. Les groupements d'employeurs continuent à être trop méconnus sur leur bassin d'emploi, même quand ils existent depuis de nombreuses années. Donc, on a, nous, groupements d'employeurs, ce travail de prospection. J'ai l'habitude de parler d'ailleurs de prosélytisme, parce que j'ai l'impression, avec mes collègues des groupements d'employeurs, d'aller porter quelque part cette bonne parole. Donc pour ce faire, on utilise beaucoup les réseaux d'entreprises. Il nous arrive également, à la lueur d'articles de presse ou d'informations parus sur telle ou telle entreprise, qu'on décroche le téléphone pour aller les rencontrer et leur dire, vous savez, on a lu un article sur vous, vous vous développez considérablement. Vous allez certainement avoir besoin de compétences à temps partagé pour être compétitif sur votre marché. Donc voilà, il y a ce travail. Et puis ensuite, au bout d'un certain nombre d'années, le bouche à oreille fonctionne également. Hein, c'est-à-dire on reçoit des appels en rentrant, des entreprises qui viennent frapper à notre porte, tout simplement parce qu'ils ont un collègue qui a déjà recours au service d'un groupement d'employeurs et qui partage des compétences. C'est en général au bout de 5 ou 6 ans d'implantation sur un bassin d'emploi qu'on commence à avoir ce vrai retour. C'est le début du succès, pas de la gloire encore, mais en tout cas, c'est le début du succès. Un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Nous, j'ai l'habitude de dire, on fait de la dentelle. Chaque poste nécessite du temps, de la prospection. On est vraiment dans la haute couture et surtout pas dans le prêt-à-porter. Voilà. Ce qui explique encore le peu d'emplois, puisque... Comme le soulignait mon collègue Philippe tout à l'heure, c'est vrai que 800 emplois en Bretagne, c'est pas beaucoup, mais on fait le pari qu'on va, dans les années qui viennent, multiplier de façon assez considérable ce nombre d'emplois. Et c'est déjà un bon pas de franchi pour la région. Mais complètement. Et puis, en fait, vous savez, on parle de 800 emplois à un instant T, en oubliant parfois le nombre de salariés qui ont été recrutés dans un groupement d'employeurs, qui ont trouvé parfois leur premier emploi. On parlait des jeunes diplômés qui ont acquis une vraie employabilité et qui, à un moment, ont quitté le temps partagé, mais dans le cadre d'un turnover qu'on qualifie, nous, de positif, pour intégrer une entreprise à temps plein. Et ça, c'est quand même un point important. On n'a pas encore dénombré, Philippe, le nombre d'emplois. Moi, je sais que je l'ai fait au niveau de ma structure Cornwallia. Aujourd'hui, on a 150 salariés et depuis le 1er janvier 2000, où on a été créé, on a embauché 537 personnes. Quelle entreprise, en 15 ans, quelle PME a embauché 537 personnes sur son territoire? Ça, ce sont des chiffres qui, de même, parlent énormément sur la création d'emplois, l'outil de création d'emplois, donc l'outil de développement local qu'est un groupement d'employeurs sur son territoire. C'est quelque chose qui est méconnu et qui est très, très fort. Alors, vous le dites, vous êtes convaincu que le temps partagé va se développer en Bretagne, peut-être même en France. Comment le développer ? Comment avoir les bonnes clés pour réussir à ça? Alors, comment? Bon, de toute façon, je pense que tout a été dit dans les propos de mes prédécesseurs. Bon, il y a à la fois quand même le cadre juridique qui doit en fait s'adapter en fait à ce temps partagé. Pour ce faire, nous, groupements d'employeurs, je pense qu'on doit avoir une action pour se faire mieux connaître des décideurs nationaux, pour justement que ce cadre évolue et puis que le sort des salariés à temps partagé soit pris en compte dans les évolutions législatives. C'est un point important. Il faut également que les mentalités évoluent. Voilà, parce que tout à l'heure, monsieur de la CFDT parlait de position dogmatique sur le CDI chez l'employeur unique à vie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Il faut en être conscient et pas le prendre négativement. Travailler toute sa vie chez le même employeur avec le même patron, c'est pas forcément sexy. Changer régulièrement d'entreprise, de secteur d'activité, de patron, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre comme étant extrêmement positif. Donc, il faut que les mentalités évoluent. Il faut que des secteurs qui aujourd'hui
ne partagent pas du tout de compétences, je vais parler par exemple du secteur public, évoluent également. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans les années qui viennent des temps partagés, des maillages entre secteur public et secteur privé? Est-ce que ce ne serait pas là une vraie révolution dans les mentalités et un moyen aussi de faire évoluer les mentalités en général? Merci beaucoup, Madame Maryse Lemot. Sur ces derniers propos, nous allons pouvoir conclure cette édition spéciale de Ça se partage. Avant toutefois de rendre l'antenne, je vais vous donner la parole, vous téléspectateurs vantés. Vous avez peut-être des interrogations à poser à nos intervenants. Profitez-en, ils sont devant vous. Je vous laisse la parole. Un micro va circuler dans le public si interrogation vous avez. Et n'hésitez pas aussi, intervenants, si jamais vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet, à intervenir si vous le souhaitez. Madame, juste devant. Hop. Vous poussez. Venez. Voilà, la technologie. Hein. Est-ce que vous pourriez préciser quels avantages le temps partagé représente pour les employeurs par rapport à l'intérim, par exemple, ou par rapport à des prestations de services extérieurs? Un des messieurs a parlé, par exemple, du temps partagé pour du web marketing. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut éventuellement trouver sous forme de prestations de services rémunérées. Quels sont donc les avantages du temps partagé par rapport à ces deux autres solutions, intérim et prestations de services? Je pense que Madame Lemot sera plus à même de répondre. Je me dis qu'on n'a pas dû être très clair dans notre présentation, visiblement. Alors, en fait, on n'est pas concurrent des agences de travail temporaire, on est complémentaires. Ça, je pense que c'est important de le dire en préambule. Nous, on est sur le temps partiel durable. Ah, donc, une entreprise qui a besoin de façon récurrente d'une compétence à temps partiel, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, où l'intérim, en fait, intervient uniquement sur on va dire un one-shot, quoi. Hein. J'ai un salarié malade, j'ai besoin de quelqu'un pour le remplacer. Volontaire. Non. Volontaire. Voilà. Normalement, c'est normalement. Est-ce que oui, je t'en prie. Maryse est vraiment pas sympa. Non, c'est vrai. Je veux dire, en fait, on n'a pas vraiment expliqué pourquoi on devait passer par un groupement d'employeurs et pourquoi pas donc face à l'intérim. Alors, je vais répondre en 4 points. Il faut que je fasse une formation auprès des directeurs de groupement d'employeurs pour simplifier la communication. Hein, c'est terrible. Il y a un point légal. Je rappelle que l'intérim, aujourd'hui, c'est une mission temporaire par définition. Il y a d'ailleurs un délit qui s'appelle le délit de marchandage. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des temps successifs comme ça, comme on veut. Il faut des motifs. Alors, ok, il y a un CDI intérimaire, paraît-il. En fait, juste entre nous, donc il n'y a pas de bon intérim ici. Enfin, je sais pas, on peut. Le CDI intérimaire a été inventé pour pouvoir faire une bonne négociation au niveau politique. C'est une contrepartie, parce que vous êtes au courant qu'en CDD, quand on fait un CDD dans une entreprise, on a une petite pénalité maintenant. Vous êtes au courant? Il y a une petite taxe supplémentaire. Une petite bonification, voilà, excusez-moi. Version syndicale, c'est une bonification. Version entrepreneuriale, c'est plutôt une taxe. Mais dans les faits, on a pénalisé le CDD. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Qui a échappé à cette pénalisation? L'intérim. Comment elle y a échappé? Elle a fait une promesse. Et je rappelle, Jacques Chirac dirait, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Ils ont promis généreusement de faire 20 000 CDI intérimaires. En Bretagne, vous savez combien il y en a? Combien ont été faits en Bretagne? Est-ce que vous savez ça? Allez vérifier. Il y en a une centaine. Donc, l'intérim, aujourd'hui, est une solution temporaire. Légalement, normalement, bordée, puisqu'on ne peut pas faire des temps successifs. Le groupement d'employeurs est la seule solution légale qui permet d'avoir quelqu'un en permanence, à temps partiel ou saisonnier, dans votre entreprise. C'est une solution légale, bordée et imparable. Deuxième point, c'est votre solution. C'est-à-dire que les groupements d'employeurs appartiennent à qui? Elles appartiennent aux entreprises. C'est vous qui fixez les règles. C'est vous qui fixez le prix. Troisième aspect,
En général, un groupement d'employeurs, c'est moins cher que l'intérim. Soyons concrets. Le groupement d'employeurs doit gagner de l'argent, assurer son rôle social, mais il n'a pas destination à devenir une multinationale. Il ne rémunère pas un capital. Il est moins cher. Tous les groupements d'employeurs en Bretagne sont à prestations égales, compétences égales, moins chers. Attendez, il faut être concret. Quand on est une PME, on est concret. Et le quatrième point, c'est que la gestion de ces temps de travail, c'est votre propriété. C'est vous qui organisez, via le groupement d'employeurs, ces moments dont a parlé Gwenolé. Quand vous aurez une difficulté, perdre une compétence stratégique, quelqu'un que vous avez formé chez vous, en qui vous avez confiance, mais là, économiquement, c'est un peu difficile, eh bien le groupement, il ne va pas virer la personne. Il ne va pas foutre en l'air cette compétence, ce travail que vous avez mené avec le salarié. Il va simplement vous aider, concrètement, parce que c'est votre propriété, à adapter le temps qu'il faut en préservant le CDI. Et ça, l'intérim ne peut pas faire. Jamais. Ça répond à votre question ? Alors là, c'est encore pire. Alors là, madame, là je rejoins ma collègue, c'est scandaleux. Alors, le prestataire, donc, par définition, apporte une compétence très précise, généralement très ponctuelle, d'accord ? Et souvent beaucoup plus chère. Juste pour information, un coef d'intérim, en moyenne en France, c'est 1,91, d'accord ? C'est-à-dire que je prends le salaire brut, je le multiplie par 1,91. En moyenne, rassurez-vous, il va être très plus bas dans les boîtes qui ont beaucoup d'intérim, et beaucoup plus haut quand on a très peu d'intérim. Un prestataire en moyenne aujourd'hui dans le domaine des SS2I, c'est-à-dire donc de l'informatique en prestation de développement, c'est 2,47. 2,47. Quand un patron se plaint du coût du travail, moi j'ai envie d'hurler. Le coût du travail en France est un vrai problème, mais commençons par nous passer des prestataires qui sont trop chers. Et le groupement d'employeurs est une vraie solution d'abaissement du coût du travail. Ça vous paraît concret ? Bon. Une question ici. Ah oui, c'est votre prix. Plusieurs questions. Madame avec l'écharpe rose. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport au lieu de l'activité du salarié. Moi, je suis gérante d'une entreprise. Je fais appel à beaucoup de prestataires, justement. Mais je n'ai pas de bureau. Je fais du coworking, donc je partage déjà mon bureau. Mais si je fais appel au groupement, je ne peux pas proposer un lieu de travail à mon salarié, puisque je partage un bureau. Donc pendant 2 jours, je vais être dans un espace. Le mercredi, je vais rester à la maison parce que j'ai les enfants. Et le jeudi, je vais me trouver encore un autre espace de travail, en fait. Donc est-ce que dans le groupement, c'est prévu par rapport au lieu d'activité du salarié ? Parce que moi, je ne peux pas lui proposer de lieu précis à travailler. Je peux lui proposer qu'un espace de coworking. Pour ce qui nous concerne, en fait, à Quimper, en fait, dans la majorité des cas, le lieu de travail, c'est dans l'entreprise. Hein. Maintenant, on a construit notre siège social l'année dernière et on a un bureau qui accueille justement des toutes petites entreprises qui sont dans votre cas et qui permettent en fait d'y installer le collaborateur qui va intervenir en fait sur des petits temps, uniquement du genre une demi-journée à une journée par semaine. Hein. Dans le cadre en fait d'un accompagnement, l'idée d'accompagner la TPE aussi à se développer, et quand elle aura ses locaux, le salarié ira dans les locaux. Voilà. Super. D'autres questions peut-être ? N'hésitez pas. Vraiment ? Bon, tout a été limpide alors ? Non, ah non. Charlotte ? Bonsoir, donc Charlotte Kervalec, je suis étudiante en master de ressources humaines. Moi j'ai une petite question concernant l'ancrage territorial. Donc effectivement, les groupements d'employeurs, on a bien compris, c'est par territoire. La question, c'est que dans certains territoires, c'est difficile de recruter. Alors justement, la question s'adresse à Madame Lemot. Comment vous faites pour attirer et fidéliser vos talents et donc les placer dans les entreprises ou le territoire où il y a des difficultés de recruter ? Voilà.
Donc je ne vous dirai pas évidemment au micro ce que mon voisin vient de me souffler. Peut-être au pot si vous êtes sage. Oui, où en étions-nous? Alors, en fait, Charlotte, si j'ai bien compris, votre question, c'était par rapport à des bassins d'emploi où il y a des difficultés de recrutement. Au niveau du bassin d'emploi de Cornouailles, on n'est pas trop confronté à cette problématique, si ce n'est sur des compétences dans le domaine industriel, sur de la conduite de ligne, conduite de machine, technicien de maintenance, tout ce qui tourne autour des achats, appro, ordonnancement. Ça fait partie des compétences clés sur lesquelles on a vraiment repéré des difficultés de recrutement. Pour les autres, en fait, on n'a pas particulièrement de difficultés. On se rend compte, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, les groupements d'employeurs sont quand même des entreprises innovantes et qui sont sur un mode de travail innovant et qui se doivent d'innover en permanence, y compris sur l'aspect communication. Vous avez vu en préambule le film très intéressant qui a été fait par Vénétis. Toutes ces actions de communication ont un but premier qui est de faire de sourcing de bons candidats, de talent, pour reprendre votre expression, Charlotte, puisque notre capacité à présenter des bons candidats, c'est ce qui va être souvent déterminant dans la création de postes à temps partagé. Ensuite, pour ce qui est de la fidélisation, en fait, on est soumis aux règles de n'importe quelle entreprise. C'est vrai qu'on doit en fait assurer auprès de nos salariés un accompagnement important pour lui donner envie de rester parmi nous le plus longtemps possible. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Et est-ce que vous mettez en place, par exemple, des solutions de télétravail pour les personnes qui le souhaitent ? Non. D'accord. Non. Parce que, en fait, alors si on l'a pas mis, alors c'est pas, je vais développer un petit peu. C'est pas une position dogmatique de la directrice de Cornouailles de dire je suis contre le télétravail. Je suis pas du tout contre le télétravail. Par contre, c'est vrai que dans la demande qui est faite par rapport à la fois nos adhérents et nos salariés, le besoin ne se fait pas particulièrement ressentir. On a au contraire des salariés qui ont la volonté d'être intégrés fortement dans les entreprises dans lesquelles ils partagent leur temps. J'avais dit que je ne prendrais pas la parole, mais je vais juste la prendre. Juste pour répondre aussi à madame et puis répondre à la question. Donc oui, le télétravail est possible, ça s'organise, ça peut s'organiser. Après, c'est un choix, mais c'est l'entreprise qui doit venir vers le groupement et on peut organiser un télétravail de la personne. Tout télétravail, enfin pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un moment, un temps de rencontre dans l'entreprise. Donc ça, on l'organise. Nous, on a plusieurs salariés, effectivement, qui sont aujourd'hui en télétravail et passent au moins une fois à 2 fois dans le mois dans l'entreprise. Avec une législation sur le télétravail qui est de plus en plus, pas contraignante, mais pas simple à mettre en œuvre et qui génère une vraie confiance vis-à-vis du salarié. Mais c'est ce qu'on sait faire, comme vous le disiez, parce qu'on a appris à travailler avec nos salariés à distance. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas très pour le télétravail, mais c'est vrai que c'était plutôt d'avoir une personne avec moi, mais comme je n'ai pas mon propre bureau, moi je vais déjà dans des espaces de coworking, donc je rencontre déjà plein de gens, c'est super, mais cette personne-là, elle serait un peu itinérante avec moi, quoi. Donc c'était plus dans cet esprit-là plutôt que du télétravail. Si la personne est d'accord, au contraire. Oui, d'accord. Une dernière question peut-être ? Ici. Oui, bonsoir. La question est plutôt un peu technique sur les nouvelles dispositions qui vont être obligatoires à partir du 1er janvier 2016 sur les complémentaires santé obligatoires dans les entreprises. Comment allez-vous organiser ça au niveau des groupements d'employeurs ? En fait, ça fait longtemps que les groupements d'employeurs sont dotés de complémentaires santé. Bien avant que la loi ne nous y oblige, monsieur. Et je crois que je vais passer le micro à mon voisin qui a une question. Oui, j'avais une question pour les groupements d'employeurs. Moi, j'avais
ça m'interrogeait, enfin, dans les débats qu'on a eus les uns les autres, en me disant comme ça, demain, si je travaille dans un groupement d'employeurs, on ne sait jamais, je dirais, comment vous faites pour fidéliser quelque part vos salariés? Parce que moi, je suis patron demain. Si je vois un profil qui m'intéresse, je fais en sorte d'essayer de le capter. Hein. Donc après, je ne sais pas quel turnover vous avez, voilà, à quel niveau ça peut se jouer. Est-ce que vous avez quand même, je dirais, les compétences qui se maintiennent dans le groupement, ou voilà, ou vous faites face à un flux continu? Je ne sais pas. Voilà, j'ai une question que je n'avais pas posée. Alors effectivement, nous avons un turnover qui est plus important que celui d'une entreprise classique. Il est assez constant à Cornualia, il est de l'ordre de 28% par an depuis 7 ans. Et c'est un turnover positif, hein, puisque c'est la sortie du groupement pour intégrer une des entreprises dans lesquelles il partage son temps. Alors déjà, il faut que l'entreprise, elle en ait besoin, c'est-à-dire qu'il faut que du temps partiel, voilà, le temps partiel évolue sur un temps plein. Ensuite, le groupement d'employeurs, en fait, il y a le règlement intérieur d'un point de vue juridique, et au-delà de ça, il y a le règlement intérieur qui régit les bonnes pratiques entre les adhérents, hein, puisque dans un groupement d'employeurs, on n'est pas client, on est adhérent. Hein. On a adhéré aussi à un système qui est éthique sur le plan social avant tout. Donc nous, ce que l'on pratique et ce qui se pratique également chez mes collègues, c'est que en fait la proposition d'embauche passe d'abord par le groupement d'employeurs qui doit trouver une solution avec là où les autres entreprises qui se partageaient la compétence, hein, puisque l'idée c'est pas d'habiller Paul pour déshabiller Jacques. Et puis la proposition également est faite aux salariés, et parfois on a l'immense plaisir de voir des salariés qui disent « non, on préfère continuer à temps partagé ». Voilà. Une dernière question peut-être? Monsieur Légal? Très bien. Eh bien, merci à tous. Cette dernière question va conclure cette émission spéciale. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça se partage consacré au Kinder Bueno. Merci à tous et bonne soirée.